croyait qu'Einstein avait tout dit. Mais dans un carnet secret, il avait laissé une équation inachevée. Une formule capable non pas d'expliquer l'univers, mais de le réécrire. Officiellement, Albert Einstein est mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey. Les journaux publièrent des photos en noir et blanc, un vieil homme aux cheveux ébouriffés, les yeux fatigués mais paisibles, un sourire discret, comme s'il avait déjà quitté ce monde avant son dernier souffle. Le monde pleura un génie, le symbole de la science moderne, celui qui avait osé réécrire les lois de l'univers. Mais certains documents racontent une autre histoire. Dans les archives scellées de l'Institut, bien des années plus tard, un carnet fut découvert. Pas un carnet de notes ordinaire, mais un objet qui ressemblait davantage à un grimoire scientifique. Des pages couvertes de symboles impossibles, de courbes dessinant des univers pliés sur eux-mêmes, des schémas de dimensions qui semblaient s'enrouler comme des serpents autour de l'infini. Sur la dernière page, une simple phrase écrite d'une main tremblante. « Ce n'est pas fini ». On parla alors d'une équation ultime, une formule inachevée, plus puissante que la relativité, plus obscure que la mécanique quantique. Une équation qui ne décrivait pas seulement le cosmos, mais qui pouvait le modifier. La rumeur prétend que Einstein, conscient de sa mortalité, avait simulé sa mort avec l'aide d'un cercle restreint de disciples. Que son corps brûlé, ou ce qu'on croyait être son corps, n'était qu'une mise en scène, qu'il avait disparu dans un laboratoire souterrain, quelque part dans les Alpes suisses, là où la roche garde ses secrets depuis des millénaires. Ils appelaient ce projet l'équation finale. Je m'appelle Clara Weiss, historienne des Sciences. Depuis des années, je traque les mythes entourant les grands savants. Mais en étudiant les archives déclassifiées de Princeton, je tombais sur une correspondance codée, des lettres entre Einstein et un mystérieux groupe nommé le Comité du Temps. Les phrases étaient courtes, sèches, comme des ordres. L'expérience de Berne a échoué. Le champ de Zurich doit être stabilisé. Le monde n'est pas prêt. Mon sang se glaça. Ces notes n'étaient pas de la théorie. Elles décrivaient des expériences pratiques. Le carnet mentionnait aussi des concepts interdits. Énergie du vide, matière noire comme source infinie, manipulation de la constante cosmologique. Mais surtout, un mot revenait, obsédant, répété dans les marges, entouré de cercles rageurs. Zeitfall, le pli du temps. L'idée était terrifiante. Plier non seulement l'espace, comme il l'avait déjà démontré avec la relativité, mais plier le temps lui-même. La rumeur prétendait que cette équation permettait d'effacer des guerres, de réécrire l'histoire, ou d'enfermer l'humanité dans une boucle éternelle. Celui qui la maîtriserait tiendrait la clé de la réalité. Une nuit, alors que je travaillais seul dans une cave poussiéreuse de l'université, la lampe vacilla. Le silence était total, hormis le bruit de mon souffle et le froissement des pages. Et puis, une ombre. Je levai les yeux. Dans le couloir, une silhouette se découpait. Vieille, courbée, mais étrangement droite malgré l'âge. Et ses yeux, derrière des lunettes épaisses, brillaient d'une intensité insoutenable. Il s'approcha lentement, posa une main tremblante sur le carnet que je tenais et murmura d'une voix rauque « Le monde n'est pas prêt, mais le monde n'aura pas le choix. » Mon cœur s'arrêta une seconde. Ses cheveux blancs, sa moustache fine, son regard étincelant. Il n'y avait pas de doute, Einstein n'était pas mort. Il m'avait trouvé. Il me conduisit dans un tunnel creusé dans la roche, éclairé par une lueur blafarde. Le silence y était épais, seulement brisé par nos pas résonnant sur le sol métallique. Au bout, une porte blindée apparut. Einstein posa sa main sur un vieux mécanisme et, dans un grincement sourd, la porte s'ouvrit. Derrière, une salle immense s'étendait, creusée à même la montagne. Les murs étaient tapissés de tableaux noirs, saturés d'équations. Des symboles familiers, EULMC2, intégrale, constante, se mêlaient à d'autres, étranges, inconnus, qui ressemblaient plus à des glyphes mystiques qu'à des formules. On aurait dit des prières gravées dans la craie. Certaines équations luisaient d'une phosphorescence étrange, comme si elles avaient absorbé la lumière des années. Au centre de la pièce trônait une table métallique. Einstein posa dessus un carnet épais relié de cuir usé. Il l'ouvrit avec des gestes tremblants, mais précis. Les pages vibraient presque,
couverte de lignes d'une densité vertigineuse. Mathématiques, musique, géométrie sacrée, tout entremêlé. L'équation est presque complète, murmura-t-il. Elle n'explique pas seulement l'univers, elle l'instruit. Chaque ligne est un ordre, chaque variable, un levier. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ce qu'il décrivait n'était plus de la physique, c'était une forme de langage divin. Dans un coin de la salle se dressait un étrange dispositif, un cylindre de cuivre, entouré de câbles lumineux et de lentilles convergeant vers un miroir incurvé. « C'est le prototype », dit Einstein. « Une antenne pour plier le temps. L'équation doit être testée. » Il traça quelques signes sur un tableau, griffonnant des symboles qui semblaient danser d'eux-mêmes. Puis il actionna une manette. L'appareil s'éveilla dans un grondement. Le miroir vibra et un sifflement aigu remplit la pièce. L'air ondula comme une vague de chaleur. Mais ce n'était pas de la chaleur, c'était le temps lui-même, qui se pliait. Je me penchai vers le miroir, et là, je vis mon reflet changer. Une seconde, c'était mon visage actuel. L'instant d'après, une enfant aux yeux brillants. Puis une vieille femme ridée que je n'étais pas encore. Tous mes âges, condensés dans une seule surface mouvante. Je reculai, terrifié. « Mais c'est impossible !» balbutiai-je. Einstein, lui, observait avec une fascination presque démente. « Tu comprends ? Le temps n'est pas une ligne, c'est une matière. Et comme toute matière, il peut être plié, replié, compilé. » Soudain, le miroir se mit à projeter d'autres images, un champ de bataille couvert de fumée et de cadavres, puis le même champ, vide, intact, comme si la guerre n'avait jamais eu lieu. Ensuite, une ville moderne réduite en ruines, suivie de la même ville, resplendissante, intacte. Les équations tracées sur les murs se mirent à luire, comme si elles s'animaient d'une vie propre. Le sol trembla. Une odeur métallique emplissait l'air comme si l'acier lui-même se consumait. Le miroir éclata d'un coup sec. Les éclats de verre flottèrent une seconde, puis se dissipèrent comme de la poussière lumineuse. L'appareil gémit et s'éteignit. Je haletais, incapable de détourner les yeux des tableaux qui pulsaient encore. « C'était quoi ?» demandai-je d'une voix brisée. Einstein s'approcha, ses yeux étincelants derrière ses lunettes. « Une fissure. Un aperçu de ce que l'équation peut accomplir. Elle peut abolir une guerre, effacer un désastre, corriger l'histoire. » Il marqua une pause, son regard devenant plus sombre. Mais chaque pli du temps appelle un autre. Chaque correction engendre une fracture. Si nous ne l'utilisons pas, quelqu'un d'autre le fera. Je compris alors. L'équation finale n'était pas une promesse de paix, c'était une arme absolue. Les jours suivants, je vécus enfermé dans une spirale de tests. Einstein ne dormait presque plus. Ses mains tremblaient, son souffle était court, mais son esprit semblait alimenté par une énergie inépuisable. Chaque matin, il griffonnait. De nouvelles équations sur les murs. Chaque soir, il les effaçait pour recommencer. « Le temps est un instrument », me répétait-il, « et j'apprends à en jouer. » Il perfectionna son prototype. Le miroir brisé fut remplacé par un dispositif plus vaste, composé de plusieurs lentilles disposées en cercle, reliées à un noyau pulsant d'une lueur bleue. On aurait dit un orgue cosmique prêt à émettre une symphonie interdite. La première démonstration eut lieu sans avertissement. Il activa la machine et pointa vers une horloge de bureau. Les aiguilles se mirent à tourner en arrière. La poussière accumulée disparut, le métal retrouva son éclat. L'horloge semblait rajeunir. Puis il tenta l'expérience sur un objet vivant, une plante fanée. Devant mes yeux, ses feuilles se redressèrent, ses fleurs s'ouvrirent, et en quelques secondes, elle était revenue à son état de pleine floraison. J'étais fasciné, jusqu'à ce que la plante commence à se flétrir à nouveau, mais cette fois, à une vitesse folle. Elle mourut, refleurit, mourut encore, coincée dans une boucle infernale. Einstein coupa la machine au dernier moment, haletant, tandis que la plante s'effondrait en poussière. « Une instabilité », murmura-t-il, « une anomalie de phase. » Mais au lieu de douter, il sourit. Chaque échec est une indication. Nous approchons. Les expériences suivantes furent plus ambitieuses. Le laboratoire devint une mosaïque de fragments temporels. Dans un coin, un verre d'eau était éternellement en train de se renverser sans jamais toucher le sol. Dans un autre,
Une bougie se consumait à l'infini, puis renaissait dans un éclat de cire neuve. Mais le pire arriva lors d'un test grandeur nature. Il activa la machine à pleine puissance. L'air vibra, le sol trembla, et soudain, une brèche apparut. Un pan du mur se plia sur lui-même, révélant un paysage ailleurs. Je vis brièvement une armée en marche, uniforme gris, visage fermé. Puis la scène se brouilla, remplacée par des ruines, puis par un désert vide. Je reculai, terrifié. « Tu joues avec l'histoire !» criai-je. Einstein ne me regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur la brèche, brillant d'une lueur démente. Je ne joue pas, je corrige. L'histoire est pleine d'erreurs. Pourquoi accepter ces horreurs, alors que nous pouvons les effacer ? Soudain, la brèche se mit à s'élargir. Des cris résonnèrent, provenant de l'autre côté. Des soldats ? Des civils ? Je ne pouvais le dire. La pièce fut envahie par un vent glacial. Les formules sur les tableaux se mirent à luire, comme si elles réagissaient elles-mêmes à la fracture. Je hurlai. « Ferme-la, Steve, ferme-la !» D'un geste brutal, il coupa l'énergie. Le silence retomba, mais le sol restait couvert d'une fine poussière, comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait traversé la brèche avant sa fermeture. Einstein s'approcha de moi. Ses yeux brûlaient d'une intensité presque inhumaine. « Tu... n'y vois, l'équation fonctionne. Ce n'est qu'une question de contrôle. » Je le fixais, glacé. Ce n'était plus le savant génial qu'on avait admiré. C'était un homme possédé par son propre rêve. Et dans un coin de la pièce, je remarquai un carnet ouvert. 3 mots écrits en lettres majuscules, encerclés de rouge. Phase finale. Le laboratoire n'était plus un lieu de recherche. C'était devenu un champ de bataille entre les âges. Les murs vibraient de craies lumineuses. Les équations s'écrivaient et s'effaçaient d'elles-mêmes comme si elles étaient vivantes. Dans l'air, des fragments de temps flottaient, des cris d'enfants, des échos de guerre, des éclats de musique venus d'un autre siècle. Einstein travaillait sans relâche. Ses cheveux fous semblaient électrisés par une énergie invisible. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, brûlaient d'une intensité presque inhumaine. Devant lui, le prototype n'était plus une simple machine. C'était un cercle géant de cuivre et de verre, une arche palpitante de lumière bleue, entourée de câbles qui pulsaient comme des veines. Il posa sa main tremblante sur la console et déclara d'une voix calme : « Nous avons corrigé des équations. Maintenant, nous allons corriger l'histoire. » Je tentais de protester. « Tu n'as pas le droit. Chaque pli que tu crées détruit quelque chose d'autre. Tu ne fais pas que réparer. Tu remplaces ?» Il se tourna vers moi, son regard impitoyable. « Tu ne comprends pas, Clara. L'histoire est pleine d'erreurs, des guerres, des génocides, des tragédies. Pourquoi devrions-nous les accepter alors que nous pouvons les effacer ?» Il activa la machine. Un grondement secoua la montagne. Les lentilles s'illuminèrent, projetant des cercles de lumière dans la salle. L'air se plia en vagues visibles, comme si la réalité elle-même était devenue liquide. Devant moi, une immense fissure temporelle s'ouvrit. À travers elle, je vis des visions chaotiques. Berlin en flammes, puis intacte. Hiroshima détruite, puis intacte. Une foule en liesse en 2020, remplacée par un silence spectral. L'histoire se déformait, comme une toile qu'on déchirait, puis recousait maladroitement. Je tombais à genoux, submergé. Mon propre corps vibrait. Pendant une seconde, j'étais enfant. La seconde suivante, vieille femme, puis moi-même à nouveau. Mon identité se disloquait. Einstein, au contraire, riait doucement. « Regarde, Clara, nous ne sommes plus esclaves du temps. Nous le plions. Nous le compilons. » Puis, il prononça ces mots qui me glacèrent le sang. Phase finale, réécriture globale. Les écrans s'embrasèrent. Des cartes du monde entier apparurent, des lignes temporelles projetées comme des fils colorés. Einstein tira une manette et les lignes commencèrent à se réorganiser. Les continents changèrent de forme, les drapeaux se dissolvaient, les visages historiques disparaissaient et réapparaissaient. Je hurlais, mais ma voix était étouffée par le vacarme. L'air lui-même vibrait comme une corde prête à se rompre, et au milieu de ce chaos, je compris. Ce n'était plus une expérience. Ce n'était plus un rêve de science. C'était un redémarrage. Einstein voulait relancer l'histoire comme on relance une machine. La montagne tremblait. Le laboratoire vibrait comme un cœur malade prêt à éclater. L'arche de cuivre et de verre pulsait de lumière bleue, chaque battement envoyant des vagues temporelles dans l'air. À travers la fissure géante, l'histoire se déchirait.
Je voyais défiler des scènes impossibles. Napoléon sur un trône qu'il n'avait jamais eu, un New York intact sans tour jumelle, un monde où Hiroshima n'avait pas brûlé, mais où une autre ville inconnue portait les cicatrices. Chaque correction effaçait une mémoire, chaque pli engendrait une fracture. Einstein, au centre du chaos, levait les bras comme un prophète. Sa voix, amplifiée par les murs, résonnait comme une incantation. Le temps n'est plus un fleuve, c'est une mer que nous domptons. L'histoire est un brouillon. Et moi, je tiens la version finale. Son corps semblait vibrer à l'unisson avec la machine. Ses cheveux blancs flottaient comme dans une tempête invisible. Ses yeux brillaient d'une lueur inhumaine. Il n'était plus seulement un savant. Il était devenu l'incarnation de son équation. Je sentais ma propre identité se dissoudre. Mes souvenirs se mélangeaient. Parfois j'étais Clara Weiss, historienne en 2025. Parfois j'étais une autre femme, née en 1890. Parfois, je n'existais tout simplement pas. Le flux m'avalait. Je rampais jusqu'à la console, mes doigts effleurant les câbles brûlants. « Tu ne peux pas jouer à Dieu », hurlai-je. Einstein tourna son visage vers moi. Un sourire étrange traversa ses lèvres. « Dieu n'existe pas, Clara. Mais l'équation, elle, existe. » La fissure s'élargit encore. Et soudain, je vis une terre différente, une planète qui n'était plus la nôtre. Les continents remodelés, les océans déplacés, les visages de l'humanité méconnaissables. C'était un monde neuf, une compilation réussie. Puis, un craquement assourdissant. Le prototype vibra trop fort. Les lentilles se brisèrent une à une, projetant des éclats de lumière. Les équations sur les murs s'effacèrent, remplacées par des zébrures lumineuses qui fusaient dans toutes les directions. Einstein hurla, mais ce n'était pas de douleur. C'était un cri de joie. « C'est fait !» La lumière bleue m'engloutit. Quand je rouvris les yeux, le silence régnait. Le laboratoire n'existait plus. J'étais dans une ville inconnue, mais étrangement familière. Les bâtiments avaient l'air à la fois anciens et futuristes. Les passants me regardaient comme si j'étais une étrangère. Et dans les journaux, accrochés aux vitrines, une image me glaça. Einstein, vivant, souriant, saluant une foule. La date indiquait 2025. Le monde avait changé. L'histoire avait été réécrite, et une phrase résonna dans ma tête, comme un écho de sa voix. Bienvenue dans la version finale.